Bonjour à toutes et tous et bienvenue à notre webinaire Comment bien intégrer son projet dans les attentes Horizon Europe. Ce webinaire est le résultat d'un travail collaboratif qui a été mené entre l'Université de Lille, l'UPHF, le cabinet Heining, l'Agence régionale d'innovation HDFID, le réseau EEN et la région Hauts-de-France. Donc je suis Louise Vigneault et je travaille à la direction Europe de la région Hauts-de-France. Alors nous tenons à remercier chaleureusement les membres du RERI, le Réseau européen régional d'innovation, dont vous voyez les logos s'afficher ici, et qui contribuent à la fois à la réalisation des webinaires, comme par exemple l'Université de Lille et l'UPHF pour ce webinaire aujourd'hui, mais qui contribuent également à la diffusion des webinaires au plus grand nombre, et c'est notamment grâce à eux que nous avons reçu pour ce webinaire plus de 170 inscriptions et que vous êtes aujourd'hui nombreux. Alors, où sommes-nous aujourd'hui? Donc, nous sommes bien dans le webinaire Comment bien intégrer son projet. Il fait suite principalement en fait à 2 webinaires du parcours boarding, qui est un parcours en fait qui est dédié aux personnes aux porteurs de projets qui ne sont en fait ni complètement débutantes sur ce type de programme, ni totalement expertes, on va dire. Donc, on est vraiment sur des profils intermédiaires. Vous verrez que en cliquant sur le lien à droite, vous aurez accès en fait au replay, mais également vous pourrez également vous inscrire aux 2 webinaires qui auront lieu le 9 mars sur comment mettre en place une stratégie d'influence qui répond à vos besoins, et le 16 mars qui sera un webinaire qui sera dédié vraiment à la recherche de partenaires. Voilà. Je passe à la slide suivante. Comme vous le savez, en fait, aujourd'hui, ça n'est pas on va forcément bien sûr parler d'Horizon Europe, mais ça n'est pas un webinaire de présentation du nouveau programme. Pour ça, vous pouvez avoir accès, en fait, à 2 sessions de rattrapage. Donc un premier webinaire d'1 heure qui est vraiment une introduction au programme et qui vous permettra, en fait, de faire votre autodiagnostic, de savoir si, a priori, oui ou non, ce programme pourrait être intéressant pour vous et pour vos projets. La deuxième session de rattrapage, c'est en fait un événement de lancement qui a eu lieu le 1er décembre, et en 3 fois 1 heure, vous pouvez vraiment avoir une vue globale du programme Horizon Europe et de ce qui sera financé. Donc on vous invite vraiment à les regarder en parallèle si ça n'est pas encore fait. Le programme d'aujourd'hui, il sera composé en fait de 4 parties, disons. Dans une première partie, on fera un rappel en fait des grandes nouveautés d'Horizon Europe. Dans une deuxième partie, on verra vraiment la manière de décrypter un topic, son contexte, mais également de réaliser une veille en fait autour du topic. Une troisième partie beaucoup plus courte qui sera vraiment sur les outils et accompagnements pour vous aider en région Hauts-de-France sur ces activités-là. Et nous aurons également une session de questions-réponses à la fin du webinaire. Comptez entre 1 heure et 1 heure et quart de temps global, questions comprises, pour ce webinaire aujourd'hui. Quelques modalités techniques. Alors, vous pouvez poser vos questions en direct via l'onglet Questions qui est à droite de votre écran. Alors, on vous demandera, si vous avez des questions, d'utiliser vraiment cet onglet-là et non l'onglet Chat qui est, comme son nom l'indique, vraiment un chat pour discuter entre participants, pour nous faire passer des messages. Mais si vous avez des questions, c'est vraiment l'onglet Questions qu'il faut utiliser. Vous pouvez également voter pour les questions que vous trouvez particulièrement intéressantes d'autres personnes. Sachez également que la vidéo et la présentation de ce webinaire seront disponibles sur le lien qui est indiqué sur l'écran. Et vous pouvez également normalement la télécharger dès à présent si vous le souhaitez. En passant en fait votre souris sur l'écran, en haut à droite, vous devriez avoir ce petit icône qui vous permettra en fait de télécharger la présentation. Tout au long de ce webinaire, on fera également un certain nombre de sondages. Et on va commencer, je vous propose de commencer dès maintenant. Alors je vous invite à aller cliquer en fait dans l'onglet sondage, donc qui est vraiment à droite de votre écran, et de répondre à la question suivante. Avez-vous l'ambition de participer à un projet Horizon Europe en 2021? 4 réponses possibles: oui en tant que coordinateur, oui mais plutôt en tant que partenaire, je ne sais pas encore, il faudrait qu'on en discute, ou non, pas du tout.
Voilà, je vous laisse vraiment, quelques secondes pour répondre, à ce sondage. Je vais tout de suite aller regarder un petit peu les réponses. J'ai l'impression qu'en fait c'est en train un petit peu de se rééquilibrer, mais disons qu'on est vraiment sur, une réponse sur un plutôt oui, en tant que partenaire pour la majorité, des personnes. Mais il y a également, 33 des répondants qui souhaitent se positionner en tant que coordinateur. Donc c'est ambitieux et c'est très bien et je pense que ce webinaire, est fait pour vous. Voilà. Je laisse tout de suite la parole à Emma Baller qui, va lancer en fait, va commencer la première partie de notre webinaire. À tout à l'heure. Oui, bonjour tout le monde. Donc, je suis Emma Baller, consultant en projet européen chez Aiming depuis plus de 20 ans. On est également membre de l'association de conseil en innovation. Donc, je suis effectivement très heureuse d'être avec vous ce matin, et également impatiente comme beaucoup d'entre vous d'enfin démarrer ce nouveau programme, j'imagine. Donc, avant d'aller dans tous les détails, on voulait partager avec vous quelques éléments fondamentaux de nouveaux programmes Rose Europe. Bien évidemment, bien comprendre et mettre en lumière un peu les attentes du programme, mais aussi parcourir avec vous rapidement un peu quelques nouveautés qui vaut la peine de mentionner. Donc, comme son prédécesseur, évidemment, la Commission européenne attend beaucoup d'impact, beaucoup de résultats de ce nouveau programme, bien évidemment, ce qui va être d'ailleurs bien suivi tout au long du programme. Ils sont hiérarchisés 3 différents types d'impacts qui sont importants, impact scientifique, sociétal et économique. Donc, il faut savoir que tous les projets que vous allez proposer dans ce nouveau programme, il faut vraiment les inscrire dans ces attentes, même s'il y a certains projets qui vont être peut-être plus orientés scientifiques, d'autres plus sociétales, d'autres peut-être aussi beaucoup économiques, mais il n'empêche, dans les projets, il faut vraiment avoir l'ensemble de ces composants. Donc, sur le scientifique, évidemment, la nouvelle connaissance, le capital humain et aussi le contexte des sciences ouvertes. Sur un point de vue sociétal, bien évidemment, de quelle manière vous allez répondre aux priorités stratégiques de l'Union et sur un point de vue mondial, mais également des missions de recherche et innovation qui ont été établies dans le cadre du programme Horizon Europe, et aussi de quelle manière la recherche et innovation peut vraiment pénétrer la société et apporter un atout. Sur le parti économique, il s'agit aussi, bien évidemment, de créer de la réelle innovation, créer également de nouveaux emplois et investissements dans la recherche et innovation. Donc, si on regarde sur un point de vue de architecture de programme, vous savez qu'il reste 3 piliers toujours. Le pilier Excellence Science est maintenu plus ou moins comme c'était auparavant, donc vraiment l'impact scientifique avant tout, donc avant tout pour les acteurs des RTO et des universités. Le pilier 3, lui, en revanche, a été concentré vraiment sur l'innovation, donc l'innovation au risque, et vraiment des technologies de rupture. Donc ça, c'est plutôt, encore une fois, recherche académique et aussi des PME et d'autres industriels éventuellement qui sont vraiment pile sur cette thématique high-tech. En revanche, donc le pilier 2, qui est vraiment au milieu maintenant, dans lequel on trouve tous les Global Challenges, nous avons effectivement une attente forte sur un contexte qu'on appelle souvent multi-acteurs. Donc, ça veut dire que vraiment, c'est là où on va pouvoir toucher un peu à tous les différents types d'acteurs pour emmener une recherche-innovation vers la société. Donc, ça veut dire qu'effectivement, on va travailler autant sur la recherche appliquée des fournisseurs de solutions, les intégrateurs, les utilisateurs, les citoyens et la gouvernance carrément. Donc, peut-être pas toujours dans tous les projets que vous allez soumettre, mais dans beaucoup, on va aller beaucoup plus loin vers les citoyens et gouvernance, et c'est vraiment un des enjeux clés dans la définition de votre concept sur ce type de programme, selon nous. Donc, si maintenant on va regarder un peu la nouveauté du programme, évidemment, il y a un certain nombre de nouveautés, mais aussi un petit peu de continuité. Sur un point de vue participation, il faut toujours 3 entités indépendantes de 3 pays différents. La nouveauté est qu'un des pays doit être obligatoirement un État membre. Les UK, vous le savez tous, il y a le Brexit, ils sont plus pays membres, ils ont le souhait de rester un pays associé, mais il faut savoir qu'aujourd'hui même, le protocole précis n'a pas été établi. Donc, vous pouvez quand même avoir des participants, mais il faut faire attention à bien suivre l'évolution, de quelle manière ils seront soutenus par leur gouvernement ou directement par les fonds. Au niveau de nouveautés, il y a quand même le Gender Equality Plan, et ça, on va en parler tout à l'heure, qui devient obligatoire pour toutes les institutions publiques. Le modèle de convention MJ, ils ont défini un modèle unique corporate qui va être utilisé pour tous les services. Donc ça, c'était un peu plus sur la participation. Sur l'évaluation, il y a aussi de nouveautés. La proposition de projet pour un projet collaboratif est limitée à 45 pages. Donc,
il y a un certain nombre de nettoyages qui a été fait dans la proposition à prendre en compte. Et aussi, il y a quelques nouveaux sous-critères d'évaluation qui ont été rajoutés. On va regarder ça tout à l'heure également. Et un peu une spécificité, avant tout, sur le pilier 3, on peut dire il y aura quelques pilotes qui ont été mis en œuvre, le droit de réagir en cours de l'évaluation, évaluation à l'aveugle, aussi une approche portfolio pour mieux choisir le projet qu'on veut sélectionner dans un contexte plus large. Un dernier point qui est aussi important, c'est la science ouverte, qui devient encore plus renforcée dans le Horizon Europe par rapport à Horizon 2020. Donc, il faut un accès libre, gratuit, immédiat pour les publications. Voilà. Et aussi, il faut, par définition, un plan de gestion des données, par exemple. Donc, on parlait de Proposal Template. Aujourd'hui, il n'y aura que deux parties, partie A et partie B. Donc, la section 4.5 qu'on avait auparavant est effacée et plutôt la partie A a été plus renforcée. Sur la partie B, on a toujours les trois critères d'évaluation, donc excellence, impact et quality and efficiency of the implementation. Mais au sein de ces petits chapitres, vous avez pu voir qu'il y a quelques simplifications sur les différents sous-chapitres, ainsi de suite. Aussi un peu de nouveauté sur la partie impact où on parle de pathways. On va regarder ça en détail tout à l'heure. Au niveau des sous-critères d'évaluation, ce qu'on voulait partager avec vous ce matin, c'est deux nouveautés. Le contexte Open Science qui devient un sous-critère dans la partie méthodologie. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que vous déployiez bien au sein de votre méthodologie de recherche en tant que telle un engagement des citoyens, de civil society et des utilisateurs finaux, par exemple, au sein de votre méthodologie de recherche encore. Et de la même façon, le Research Data Management, donc c'est-à-dire quelles sont les données qui vont pouvoir être mises à disposition, de quelle manière ils vont être gérées, etc. Ça fera aussi partie d'un critère d'évaluation sur votre méthodologie de recherche et développement. Au niveau de l'impact, on a cet critère sur les pathways. Donc, vraiment, de quelle manière, le cheminement, on peut dire en français, je pense, de quelle manière quel est le chemin que vous allez prendre pour vraiment obtenir les expected outcomes. Donc, c'est les effets attendus de résultats de votre projet et l'impact par la suite. Et associé à cela, évidemment, il y a aussi un critère sur quelle est l'échelle et le significance, donc l'importance que votre impact va avoir. Donc, maintenant, pour la partie Pathways. Donc, là, la particularité, je voulais partager avec vous, ça, c'est un peu de nouveauté dans la proposition. La Commission parle de justement ce cheminement et qu'est-ce qu'ils entendent par cheminement. C'est tout simplement qu'on identifie clairement quel est le besoin sur lequel vous allez répondre, quels sont les résultats attendus que vous allez contribuer, l'output de votre projet, et quels sont les moyens, les mesures que vous allez mettre en œuvre pour disséminer, exploiter ou communiquer au sein de au sujet de ces résultats. Quels sont les target groups, donc vraiment les cibles d'acteurs vers lesquels vous allez proposer d'utiliser ces résultats, et quels vont être l'outcome, donc les effets de l'utilisation de vos résultats par ces types d'acteurs, par exemple. Et ensuite, on a la dernière partie qui est vraiment un impact un peu plus large, au-delà du acteur cible et peut-être aussi sur un peu plus long terme. Donc ça, c'est vraiment ce que la Commission européenne entend par Pathways. Gender Equality Plan, donc ça, c'est un document, un formal document, donc un document formel que votre entité publique, si vous êtes donc évidemment dans le public, est disponible, communiqué sur votre site web et signé par le top management. Ce document doit principalement prendre en compte 4 enjeux. Donc, quelles sont les ressources dédiées que vous allez utiliser pour gérer votre Gender Equality Plan? Quelles sont les données qui vont être collectionnées et suivies? Quelles sont les formations que vous mettez en œuvre pour raise an awareness, donc vraiment alerter sur le sujet. Et ensuite, quelles sont d'autres mesures concrètes et autres objectifs spécifiques que vous vous donnez par rapport à ce type d'action. Il faut savoir que ce Gender Equality Plan fait beaucoup de bruit actuellement et le ministère de la Recherche, si je ne me trompe pas, travaille avec la gouvernance des universités, par exemple, aujourd'hui, pour fournir peut-être un peu d'input, de réfléchir un peu sur le sujet. Et je crois que c'est vers le mois de mai où tout ça devrait arriver à peut-être être un peu plus clair. Donc, c'est une obligation d'avoir ce plan une fois que le contrat se signe avec la Commission européenne. Donc, c'est une obligation. Donc, maintenant, je vais laisser la parole à Louise pour décrypter un peu les topics.
Merci beaucoup Emma. Effectivement, je vais effectuer la petite transition en fait donc entre cette première partie où on a vu justement, on a fait un focus sur les grandes nouveautés qui peuvent vraiment impacter là aussi la construction de votre projet. Et on va passer maintenant à la deuxième partie qui vise vraiment à décrypter un topic. Donc par topic, on entend bien un appel à projet. Et on aura donc dans cette partie Emma Baller qui présentera la première sous-partie sur la description du projet, enfin du topic. Alexandra Torero qui nous parlera en fait du contexte. Et je terminerai cette partie sur la veille et l'état des lieux autour du topic. Simplement pour que vous puissiez vous situer un peu notre webinaire. En fait, on est vraiment, on a essayé de représenter sur cette slide en fait l'ensemble un peu du cheminement entre le moment où on se dit bah tiens je vais peut-être aller sur ce programme parce que il me semble que c'est intéressant, que ça fit bien avec mon profil, mes projets, ma structure, et le moment où vraiment on rédige le projet. Bon, bien sûr, il y a une phase où on s'informe. On vous invite à faire un autodiagnostic via le webinaire dont je vous ai parlé tout à l'heure. On peut aussi vous aider à identifier un topic. Vous avez trouvé vous-même un topic. Et en fait, nous, on est vraiment sur une aide apportée dans la phase d'analyse, en fait, avant de rédiger votre projet. C'est-à-dire d'analyse du topic, du contexte et des projets qui sont déjà financés. Alors, je vais tout de suite enchaîner avec un petit sondage à ce sujet. Alors, je vous invite à aller de ce fait dans l'onglet sondage et de répondre à la question. À votre avis, cette phase d'analyse du topic sert à faire plaisir aux évaluateurs, gagner du temps sur la rédaction du projet, éviter d'être hors sujet, construire son projet, bien choisir les partenaires de son consortium. Je vous laisse quelques secondes pour répondre. Alors j'ai l'impression que la plupart des participants voient en fait dans cette phase, donc entre le moment où on identifie le topic et le moment où on rédige son projet, que c'est plutôt en fait une façon d'éviter d'être hors sujet. Et effectivement, bah, vous avez raison. Et toutes les réponses en fait sont bonnes. Grande révélation. En fait, c'est vrai que cette phase, et c'est aussi pour ça qu'on a fait un webinaire aujourd'hui sur ce sujet, avant la sortie des appels à projets, c'est que finalement, c'est une phase qui est indispensable, qui va vous faire en fait gagner du temps sur la suite, parce que beaucoup trop de fois dans nos métiers, on a pu voir effectivement des personnes qui se mettaient vraiment à voir certaines choses sur les topics ou à voir un peu des projets qui étaient très similaires, etc. Mais au moment où ils ont la tête dans le guidon et qu'ils sont en train d'écrire, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on veut vraiment éviter. Ça vous permet de construire les contours de votre projet et vous allez le voir tout au long de ce webinaire. Ça va faire changer forcément ce que vous vouliez faire au départ. Ça vous permet de construire votre consortium, de bien être dans la cible, de gagner des points sur votre évaluation. Je rappelle que c'est un programme qui est très très compétitif, donc on va chercher des points partout. Et on vous invite tout de suite à commencer en fait dès maintenant. Et je vais tout de suite laisser la parole à Emma qui va commencer dans la première sous-partie à nous décrypter un véritable topic. Merci Louise. Oui, effectivement, on a souhaité illustrer un peu un topic ce matin avec vous, à savoir que évidemment ce topic, c'est inclus dans le draft actuel du cluster 4. Donc, ce n'est qu'un draft, ce n'est pas quelque chose de finalisé, mais ou accepté ou voté. Hein, donc, mais cela peut nous servir un peu et vous montrer un peu de quelle manière c'est construit. Donc, comme je vous disais, il se trouve ici dans le pilier 2, donc dans le cluster 4, Digital Industry and Space. Et c'est un topic qui concerne donc le Digital Emerging et Artificial Intelligence Data Robotics for the Green Deal. Donc, vous voyez là en bas tout un tas de petits chiffres, codes, etc. Donc, on va vous expliquer qu'est-ce que c'est. Donc, tous les topics aujourd'hui vont démarrer avec le sigle Horizon, qui est évidemment le programme. Le deuxième acronyme, c'est le cluster 4, donc CL4 dans notre cas de figure. J'imagine que s'il s'agit de pilier 3, ce sera ici d'autres choses, mais bon, bref,
c'est une référence du cluster. Le 2021, c'est évidemment l'année sortie du topic, du call, tout simplement, que ça fera partie de 2021, donc celui qui va être publié de manière imminente. Le Digital Emerging, c'est l'acronyme pour la destination numéro 4 au sein de ce nouveau programme Cluster 4. Okay? Donc, Digital Emerging Technologies for Competitiveness and Fit for the Green Deal. Ensuite, on a un petit chiffre 01 qui dit que c'est tout simplement le call numéro 1 au sein de cette destination. Et le 09, évidemment, le numéro de topic en tant que tel. Alors, maintenant, je ne sais pas s'il y a certains d'entre vous qui ont aussi peut-être eu accès à ces drafts de documents et que connaissent déjà un peu, mais pour ceux qui ne connaissent pas, il faut savoir que la Commission européenne, dans la description du topic en tant que tel, a changé un peu leur manière et leur façon de le présenter. Donc, on va regarder beaucoup plus loin sur la programme et tous les plans stratégiques avec ma collègue Alexandra, mais là, on se concentre vraiment sur le texte du topic. Donc, il y aura 3 volets, le Specific Conditions, les Expected Outcomes et le Product Scope. Donc, le Specific Conditions, c'est vraiment les conditions spécifiques qui donnent un cadre au call. Par exemple, ça peut être des problématiques de TRL, ça peut être des problématiques d'instruments, etc. On va regarder ça par la suite. Les Expected Outcomes, on peut peut-être plutôt le retraduire en français sous format de résultats ou effets escomptés. Donc, quelles sont vraiment les conséquences de l'utilisation des résultats de votre projet. Donc, on ne parle plus ici d'expected impact qu'on avait auparavant en horizon 2020. Ça, c'est beaucoup plus haut au niveau de la destination et du programme en tant que tel. Donc, maintenant, au niveau du topic, on veut plutôt du concret et ce n'est pas uniquement les résultats du projet, mais c'est vraiment de quelle manière les résultats vont impacter, avoir comme un effet sur un problématique spécifique. Et ensuite, on a le Product Scope, qui est évidemment le portée de projet, son ambition, objectif, méthodologie, concept. Donc, vraiment, c'est tout un tas de challenges qui sont vraiment très spécifiques à ce topic qu'ils souhaitent avoir traité. Donc, il y a vraiment ces 3 parties à chaque fois. Ici, on partage l'écran avec vous un exemple de Specific Conditions. Donc là, par exemple, ça sera souvent sous format de tableau. Il y aura, on a le budget attendu pour le projet. On a même carrément mis le budget pour tout le topic. Donc, ça veut dire que sur ce projet-là, il peut financer peut-être même 5-6 projets, par exemple. On a le type d'action et on a aussi une indication sur le Technology Readiness Level. Dans certains cas de figure, pas forcément ce call qu'on avait choisi, mais dans d'autres calls, il peut parfois aussi avoir des spécificités au niveau des conditions d'éligibilité. Donc, il va au-delà du simple condition d'éligibilité classique. Si tel existe, ça sert à indiquer vraiment toujours dans les specific conditions pour qu'il n'y ait pas de malentendu et que ce soit caché et que les gens ne voient pas. Donc ça, c'est quand même quelque chose de plutôt positif. Au niveau de expected outcome, donc ça, encore une fois, c'est vraiment, comme on disait, les effets et les conséquences espérées. Donc, dans le cas de ce topic-là, il y a 3 expected outcomes sur lesquels il faut qu'on se positionne et il faut couvrir au moins un des 3, même au-delà, par exemple. Donc, dans ce cas de figure, il faut effectivement travailler sur resource optimization, le minimization of waste. Il faut aussi travailler sur des applications très spécifiques vers l'environnement ou waste management, par exemple, ou aussi des problématiques de harsh environments. Donc là, c'était seulement pour vous montrer cela. Et maintenant, si on regarde sur le texte et le contenu du Project Scope, donc là, on ne vous montre pas tout à l'écran parce que ce topic-là, il est très long. Il fait presque une page à 4 rien qu'à lui-même. Mais ce qu'on voulait partager avec vous, c'est surtout que c'est important quand vous lisez ce texte de surligner les mots-clés qui sautent aux yeux pour essayer ensuite un peu de les hiérarchiser et réfléchir quel peut être le concept de mon projet et de quelle manière je dois vérifier que je coche tous les cases. Donc, si on regarde un peu ce texte, qu'est-ce qu'on peut en retirer? C'est ce qu'on a mis à droite. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce que la Commission européenne veut? Ils veulent un concrete problem solving approach. Ils veulent qu'on travaille sur des real world scenarios. Ils veulent qu'on intègre tous les relevant stakeholders. Ils veulent que ce soit application driven, qu'il y a des use cases scenarios, qu'il y a des Industry and Service Relevant KPIs qui sont établis et qu'on fournit également de la formation pour des gens qui ne sont pas experts. Donc, voilà. C'était seulement pour illustrer un peu de quelle manière on peut analyser un topic et mettre en face un peu un concept, un projet, on peut dire, d'une certaine manière.
Une autre petite spécificité aussi de ce topic spécifiquement, c'est qu'à la fin de la lecture du topic, il y a tout un tas de choses spécifiques qui ressortent. Et là, ils disent, par exemple, ils veulent suivre un portfolio approach. Donc, ça veut dire que, par exemple, ils veulent financer minimum 50% des projets avec un enjeu majeur sur le parti robotique. Donc, ça peut être un enseignement très important pour vous parce qu'intrinsèquement, ça veut dire quand même que vous avez peut-être un peu plus de chances de passer si vous intégrez un parti robotique dans votre projet, par exemple. Et après, bien évidemment, on parle aussi des démonstrateurs TRL6 et on parle aussi qu'il faut être clairement expliquer quels sont les outcomes sur lesquels on se positionne et de quelle manière on peut avoir synergie avec d'autres technologies entre data et robotique et intelligence artificielle. Donc, pour faire un petit résumé, quand on définit un projet par rapport à un topic spécifique, ce qui est très important de manière générale, c'est de répondre tout simplement à 3 questions. Why, what and how. Et ce qui est surtout important, c'est de démarrer avec le why. Donc, c'est-à-dire vraiment quels sont les besoins sur lesquels on va donner notre réponse, quels sont les impacts remarquables qu'on va pouvoir en tirer, parce que vous savez très bien, la Commission européenne utilise toujours outstanding. Il faut vraiment que ce soit quelque chose de remarquable qui sort de l'ordinaire. De la même façon, par rapport à ça, ces impacts remarquables, de quelle manière nos objectifs sont suffisamment ambitieux pour atteindre ça. De la même façon, le potentiel d'innovation, est-ce que par rapport à l'existant, est-ce qu'on va pouvoir faire et de quelle manière ça peut être utilisé, est-ce qu'on a vraiment un potentiel d'innovation suffisamment élevé? Les activités, est-ce qu'ils sont conformes? C'est-à-dire, est-ce qu'on est bien au niveau de TRL? Est-ce qu'on est bien au niveau de multisecteur ou multi-acteurs ou peu importe ce que ça peut être? Et de la même façon, par la suite, quels sont les partenaires que je dois intégrer dans mon projet pour avoir vraiment tous les secteurs de la chaîne de valeur? Donc, si vous avez un peu toutes ces questions devant vous, quand vous lisez votre topic analysé, c'est vraiment un outil très puissant pour mettre en place un concept convaincant de notre point de vue. Donc là, je vais laisser la parole à ma collègue Alexandra. Bonjour, donc moi je suis Alexandra Torero-Ibad et je travaille à l'Université de Lille au sein du service transversal expertise et montage de projet où j'accompagne un portefeuille de laboratoire en SHS pour les aider à obtenir des financements nationaux, internationaux et européens. Emma vous a expliqué, pour bien répondre aux attentes Horizon Europe, comment une méthode pour bien analyser le topic. Pour gagner des points supplémentaires et bien positionner votre projet, moi, je vais aussi vous inciter à vous intéresser au contexte du topic. Donc ici, en fait, on a représenté le topic comme la pointe d'une pyramide et voir sur quoi reposait en fait le topic et dans quoi il s'intégrait. Puisque le topic fait partie d'un ensemble de topics réunis sous le terme de call et de même, les calls sont répartis par destination. Donc au sein de chaque cluster, vous trouvez un ensemble de destinations dans lesquelles s'intègrent des grappes de topics qui sont les calls. Et donc, il sera important d'aller voir la destination. Ensuite, il est intéressant aussi de consulter le plan stratégique, qui est aussi une nouveauté Horizon Europe, et dans laquelle, en fait, les grandes orientations aux clés stratégiques et les grands impacts du cluster dans lequel se situe votre topic sont présentés, ce qui peut vous permettre de mieux positionner également votre projet. Et tout cela repose sur la programmation de 7 ans Horizon Europe. Donc, si vous vous rappelez ce qui a été vu présenté par Emma, du coup, dans l'intitulé du topic, on voit bien que le topic fait partie d'un call qui lui-même s'intègre dans une destination. Et donc, moi, je voulais faire le focus sur la destination, qui est aussi une nouveauté Horizon Europe. La destination, c'est l'exposé de la politique qui guide les appels du programme de travail. Donc, pourquoi c'est intéressant d'aller lire la destination, donc de remonter un petit peu dans votre lecture et de ne pas vous contenter de lire votre propre topic. Donc, déjà, c'est intéressant que vous regardiez les topics qui sont réunis dans le même call pour bien différencier la spécificité de votre topic par rapport aux autres. Et puis ensuite, d'aller lire la destination, puisque, comme Emma vous l'a dit, les expected impacts ne sont pas présentés dans le topic, c'est un horizon de l'ensemble de la destination et c'est quand vous remontez
au niveau de la destination, que vous voyez les expected impact de l'ensemble des projets qui répondent, qui s'intègrent dans cette destination. Aller lire la destination, c'est pouvoir vous demander à quel impact de la destination votre projet peut contribuer. Donc, par exemple, pour la destination dans laquelle s'intègre le topic qu'on a choisi, on va avoir comme impact attendu la souveraineté dans les technologies numériques et les technologies génériques émergentes, la contribution de ces technologies à la compétitivité et la prise en compte du Green Deal, la contribution aussi de ces technologies à l'autonomie stratégique de l'Europe, également au leadership industriel européen et à vraiment la présence technologique et industrielle européenne qui soit solide dans tous les chaînons de la chaîne d'approvisionnement du numérique et une chaîne qui soit plus verte. Voilà, dans l'exemple que nous avions choisi. Donc, c'est donc important, non pas de lire juste votre topic, mais vraiment l'ensemble du work programme et de remonter jusqu'à la destination. Ensuite, autre élément de contexte, donc c'est le plan stratégique, donc qui est actuellement et encore, j'ai vu la question dans les questions, qui est encore sous forme de brouillon, mais qui va bientôt être publié. Et on vous a mis le lien dans une diapo sur l'endroit où vous pourrez le retrouver, comme l'ensemble de la documentation, des grandes documentations Horizon Europe. Donc, ce plan stratégique, c'est aussi une nouveauté Horizon Europe. Et c'est un document intermédiaire entre la programmation Horizon Europe de 7 ans, les grandes lignes, et puis la parution tous les 2 ans de chaque work programme. Donc, vous y retrouvez les grandes orientations clés stratégiques, les impacts attendus par partie du programme, et sur une projection un peu plus longue. Donc, puisque c'est sur les 4 premières années là, du programme, le premier plan stratégique qui va sortir, du coup, vous aurez une visibilité au-delà du premier programme de 2 ans, ce qui vous permettra éventuellement de mettre en place une stratégie plus moyen terme si vous ne trouvez pas dans le Work Programme 2021-2022 des topics qui vous correspondent, mais vous avez une vision déjà sur ce qui va sortir dans les 4 prochaines années. Vous allez y retrouver les grandes orientations stratégiques pour le soutien à la recherche et à l'innovation et les impacts attendus dans chaque partie du programme. Donc, les orientations clés stratégiques qui sont présentées, c'est un ensemble d'objectifs stratégiques par lesquels les investissements en recherche doivent contribuer aux objectifs plus larges de la Commission. Donc, pourquoi aller lire ces orientations clés stratégiques? C'est pour vous demander à quels objectifs du Strategic Plan votre projet peut contribuer. Donc, pour l'exemple du topic qu'on avait sélectionné, donc pour le cluster 4 dans lequel il s'intègre, il y a 2 grandes orientations stratégiques clés qui sont dans lesquelles s'intègre le cluster 4. La première, où il s'agit de promouvoir une autonomie stratégique ouverte en conduisant le développement de technologies clés génériques émergentes dans le numérique, ainsi que les secteurs et les chaînes de valeur qui sont associés. Et puis, vous avez un autre grand objectif stratégique qui est de faire de l'Europe la première économie durable, neutre sur le plan climatique et circulaire grâce au numérique. Donc, allez lire cette orientation, ce n'est pas pour devenir des experts de la comitologie, c'est vraiment pour vous demander à quels objectifs du Strategic Plan votre projet peut contribuer. Et ensuite, pour ces orientations clés stratégiques, elles doivent répondre, elles s'intègrent dans les grandes priorités politiques européennes qui sont, donc on a 6 grandes priorités stratégiques de l'Europe au-delà de la recherche. Et donc, comment la recherche peut y contribuer? 6 grandes orientations clés, c'est le Green Deal, c'est une économie au service des personnes, une Europe adaptée à l'ère numérique, la promotion du mode de vie européen, le positionnement de l'Europe sur la scène internationale et le soutien à la démocratie européenne. Et du coup, voilà, vous allez vous demander, là, pour les projets qui nous correspondent, on va être sur l'aspect Green Deal, sur l'aspect ère numérique, par exemple. Et donc, pour chaque partie du programme, et du coup, pour notre cas, pour chaque cluster, on va avoir dans ce Strategic Plan les impacts attendus, du coup, des impacts plus moyen terme, des effets plus larges sur la société, l'économie, la science, qui vont être rendus possibles par la recherche et l'innovation. Donc là, si vous allez lire cette partie du document, c'est pour vous demander et du coup être capable de le démontrer après dans votre projet, à quel impact à plus long terme votre projet
peut contribuer. Donc, dans cette diapositive, on ne va pas tout lire, c'est juste pour vous donner un exemple du type d'information que vous retrouvez dans le Strategic Plan. Donc, sur le cluster 4, pour chaque Key Strategic Orientation, on va voir les grands domaines d'impact et donc les impacts vraiment attendus à travers ce cluster. Et du coup, vous allez pouvoir positionner votre projet en fonction de ces impacts plus long terme. Enfin, donc là, je vous ai vraiment donné des éléments internes de documentation européenne, mais il faut savoir que l'Europe elle-même, dans ses grandes orientations, elle souhaite contribuer à l'agenda 2030 des Nations Unies pour le développement durable. Et donc, dans le cadre de cet agenda 2030, il y a un certain nombre d'objectifs de développement durable que les Nations Unies se sont donnés et qui vont être déclinés si vous allez les consulter en plusieurs cibles. Et du coup, c'est important, en fait, c'est aussi pour marquer des points, faire la différence. Vous demandez à quel objectif de développement durable des Nations Unies votre projet peut contribuer. Sachez que ces objectifs-là, vous pouvez aussi les retrouver. C'est important de mettre en avant comment vous y contribuez, aussi quand vous répondez à des projets pour l'ANR ou pour des projets de votre région. Mais vraiment, replacer dans ce contexte, c'est une bonne façon aussi de montrer votre vision long terme et comment votre projet s'inscrit dans des objectifs plus larges. Également, même si je n'ai pas fait de diapositive là-dessus, c'est important d'aller consulter en fait les grands documents stratégiques qui vont être liés au domaine du topic, comme par exemple des plans blancs. Voilà, pour montrer aussi. Alors parfois ils sont cités dans le topic en note de bas de page ou dans la destination. Parfois c'est à vous d'aller les chercher. On peut vous accompagner sur ces questions. Donc c'est important aussi, voilà, puisque comme Emma l'a dit dès le départ, on est vraiment, surtout quand on est sur les appels du pilier 2, on est vraiment sur l'impact. Et du coup, c'est important de comprendre les grands éléments stratégiques au sein desquels vous vous positionnez. Voilà, je laisse la parole à Louise. Merci beaucoup, Alexandra. Alors effectivement, après avoir vu finalement comment on pouvait une espèce de méthodologie pour analyser son topic, mais également le contexte beaucoup plus large du topic, ce que je vous invite à faire aujourd'hui, c'est vraiment en fait d'aller regarder les projets européens qui sont déjà financés par la Commission européenne en lien avec le topic et ou votre projet, et également les documents stratégiques. Alors en fait, l'idée c'est que avant de se lancer tête baissée dans le montage du projet, on se lance dans la maturation en fait de votre projet. Ce qui vous permet en fait de positionner votre projet en fonction de l'existant. Alors j'entends souvent des personnes qui me disent oui, effectivement, j'ai réalisé un état de l'art, ce dont je ne doute pas, hein, ou pour les startups innovantes ou les PME, je fais une veille dans mon domaine, etc. Alors ça, bien sûr, c'est indispensable. Mais il faut aussi aller regarder les projets qui sont financés par la Commission européenne. Ça n'est pas seulement un état de l'art scientifique. Alors pourquoi c'est important? Pourquoi ça n'est pas accessoire? Parce que la Commission européenne ne finance pas 2 fois le même projet. Et très souvent, ça arrive en fait d'avoir des personnes qui souhaitent faire un certain projet et finalement quand on va regarder un petit peu les projets qui sont déjà financés, il y a des choses qui parfois sont très similaires. Donc il est très important de réaliser cet état des lieux, cette veille, pour pouvoir bien positionner son projet en fonction de ce qui existe déjà. Parce que les synergies entre les projets sont valorisées. On peut trouver quelque chose de similaire, mais justement avec lequel on va venir en complémentarité. Parce que ça vous permet, pour les raisons précédentes, d'affiner votre positionnement, le positionnement de votre projet, de ne pas refaire 2 fois la même chose, de vous appuyer sur les résultats peut-être d'autres projets en cours ou terminés. Ça vous permet de construire votre consortium en identifiant les partenaires qui sont dans des projets un petit peu sur des thématiques similaires. Certains reviennent tout le temps. Ça peut être intéressant de les avoir de ce fait dans son consortium. Et ça vous permet de gagner du temps et de ne pas le faire effectivement au dernier moment. C'est pour ça qu'on fait ce webinaire aujourd'hui, hein. Pourquoi ne pas commencer tout de suite tant qu'il en est encore temps? Alors, de quel projet on parle? Alors, au niveau des projets, il y a des projets qui sont mentionnés dans le topic même.
donc on le verra juste après. Ça n'est pas anecdotique et c'est à faire au dernier moment et ça s'inscrit dans l'analyse mot pour mot du topic. Vous pouvez aussi aller regarder, parfois c'est mentionné, parfois ça n'est pas mentionné, des projets financés via le même appel à projet par le passé. Parce que certains appels reviennent à différentes années, donc il peut être intéressant d'aller voir les projets qui ont été financés par le passé. Et également par une recherche, je dirais, libre sur Cordis en associant des mots-clés. Si vous ne le faites pas, vous verrez, vous aurez des milliers de résultats pas forcément pertinents. On verra ensuite dans la troisième partie que pour cette partie-là, moi je vais vous montrer une méthodologie, mais qu'il existe aussi des outils en région comme InnoLoop, enfin en particulier InnoLoop, qui vous permettront en fait de réaliser cette veille de manière très pointue. Alors, en ce qui concerne les projets qui sont mentionnés directement dans le topic, j'ai repris en fait le même topic que celui qu'on suit depuis le début. Et effectivement, il est mentionné dans le topic que les projets qui seront déposés dans le cadre de cet appel doivent être en cohérence avec des appels qui ont été financés via l'appel H2020 ICT 49 2020. Alors, comment on fait finalement pour aller voir ces projets-là? Ce que vous pouvez faire, vous aurez tous les liens en fait en annexe vers le Funding and Tender Opportunities. Vous allez aller sur ce Funding and Tender Opportunities, taper le code de cet appel à projet qui est terminé, qui est fermé, mais qui vous permet, qui est quand même archivé. Vous le tapez, vous allez le retrouver, vous cliquez dessus et en fait, à la fin de l'appel à projet, vous aurez la présentation de l'appel à projet. À la fin de l'appel à projet sont indiqués les projets qui ont été financés via cet appel à projet-là. Donc là, on voit qu'il y en a 6 qui sont listés en haut à droite de l'écran. Alors, quand on va cliquer en fait sur chacun de ces 6 projets, qu'est-ce qu'on va trouver principalement? Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce qui est intéressant, c'est d'aller voir par vous-même, d'aller cliquer, etc. Vous allez retrouver bien sûr la présentation globale du projet, le résumé, le budget, etc. Mais vous allez aussi retrouver, pour certains projets qui sont bien avancés, des rapports, des livrables, le site internet, des résultats, un certain nombre de documents qui peuvent être extrêmement intéressants. Alors vous verrez tout de suite, en fonction du résumé du projet, si oui ou non c'est pertinent ou pas. Et si vous voyez qu'il y a des liens effectivement assez obvious, si je puis dire, je vous conseille vraiment d'aller jeter un œil un peu plus finement sur ce que sont ces projets, ce qui a été publié, etc. Ce que vous allez trouver aussi sur ces fiches projets c'est en fait la liste des participants aussi de ces projets. Donc vous aurez le coordinateur et vous aurez également la liste des partenaires. Ça aussi, ça peut être très intéressant parce que comme je vous le disais tout à l'heure, dans ces partenaires, vous allez peut-être trouver effectivement des partenaires stratégiques qui reviennent parfois dans plusieurs projets et qui sont de ce fait identifiés comme un peu les champions entre guillemets du domaine, qui peut être intéressant d'inclure dans son consortium. Parfois, on peut même, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois en accompagnant des porteurs de projets qui retrouvent en fait leurs propres partenaires dans ces listes-là, en se disant tiens, je savais pas que l'université de telle ville était en fait dans ce projet-là, etc. Je vais reprendre contact avec eux pour voir où ils en sont, etc. Donc on est toujours dans la phase de maturation. Je le reprécise. Si vous avez un compte aussi ECAS sur le Funding and Tender Opportunity, sur Cordis, etc., en fait, vous pourrez même contacter en direct les personnes. Vous aurez qu'à cliquer sur le nom du partenaire et vous pourrez contacter ce partenaire-là. Ça peut être intéressant d'aller regarder. En termes aussi de recherche un peu plus libre, entre guillemets, vous pouvez vous rendre sur la base de données en fait Cordis, dans l'onglet projets et résultats. Vous aurez également le lien en fait à la fin du webinaire. Et vous pouvez, en associant des mots-clés, trouver peut-être d'autres projets qui sont pas auxquels vous n'auriez pas pensé, qui n'étaient pas mentionnés dans le topic, etc., mais qui pourraient être intéressants. Donc là, par exemple, toujours pour notre exemple, j'ai mis data and, donc on les associe, green deal entre guillemets, ça veut dire je ne veux pas green ou deal, je veux l'expression green deal, and robotics.
and waste. Waste n'est pas dans l'intitulé du topic, mais il revient en fait beaucoup. Quand on lit le topic, il est présent au moins, je pense, au moins 10 fois. Donc, en associant en fait ces mots-clés, on dit à Cordis, je veux tous les résultats qui comprennent dans leur titre ou dans le résumé ou dans les documents publiés, l'ensemble de ces mots-clés. Et on voit qu'en fait, si j'avais juste mis Green Deal, je pense qu'il y aurait eu des milliers de résultats. Mais en les associant, on arrive finalement à uniquement 3 projets. Donc, ça peut être aussi effectivement très intéressant d'aller les regarder sur le même modèle que ce que je vous ai présenté juste avant. Pour conclure en fait cette petite partie, j'ai repris un peu le schéma d'Emma pour vous rappeler que finalement toute cette méthodologie, elle est bien sûr à chaque fois à faire un aller-retour entre le topic et mon projet. Donc il y a toujours ce travail-là à faire pour voir finalement comment vous pouvez inscrire votre projet dans le topic. Un petit tips auquel on pense pas toujours, c'est que en fait pour confirmer l'adéquation de votre projet et du topic, vous pouvez en fait poser vos questions et consulter la FAQ du topic. Donc vous pouvez aller cliquer lorsque les topics seront publiés, vous pourrez aller cliquer, vous aurez le texte du topic comme on l'a vu aujourd'hui, et il y a une FAQ également, donc c'est toutes les questions qui sont posées par les porteurs de projets à la Commission européenne en disant dans ce topic, est-ce que telle chose est comprise dedans? Enfin voilà, il y a un certain nombre de questions et la Commission répond en direct. C'est une mine d'or. Pas toujours, mais très souvent, on arrive à préciser en fait encore plus les attentes de la Commission par ces questions-réponses. Et vous pouvez bien sûr, si vous avez des questions, vous voulez être sûr que vous êtes bien dans le scope, aller poser vos questions également. Vous pouvez également contacter les points de contact nationaux français pour vérifier cette adéquation. Et je passe tout de suite la parole à ma collègue Émilie pour la 3e partie de ce webinaire. Merci Louise. Donc, moi, je suis Émilie Marcelet, je travaille chez HDFID, l'Agence régionale d'innovation. Et donc, pour appuyer toute cette démarche qu'on vous a présentée ce matin, on a effectivement des outils en région pour le montage et pour la recherche de partenaires que l'on voulait vous présenter quand même ce matin. Le premier réflexe, c'est évidemment de contacter son référent Europe de proximité dans votre structure. On le dit un petit peu à chaque webinaire, mais c'est vraiment essentiel. On a de nombreux partenaires où il y a des structures qui ont des référents Europe dans des universités, dans les pôles et autres. Donc, c'est évidemment le premier contact. Et quand vous n'êtes pas dans ce type d'organisation, un peu peut-être structurée sur l'Europe, évidemment, nous, au niveau de Hauts-de-France Innovation, on peut vous aider pour répondre un peu à vos premières questions. On va dire que nous, on est plutôt positionné sur la maturation du projet. Donc, c'est un petit peu ce qu'on a vu ce matin. C'est passer vraiment de l'idée au projet en regardant le bon topic et en essayant un petit peu de travailler le démarrage de son projet. Et après, il y a une phase évidemment de montage, notamment pour les coordinateurs. Et là, on a d'autres types d'accompagnement. Donc là, je vous parle plutôt précisément sur la phase maturation. Donc, 2 outils, InnoLoop et Entreprise Europe Network, qui est un réseau européen d'appui aux PME et aux chercheurs. InnoLoop, c'est un outil qu'on a acquis, puisque en plus c'est une entreprise Hauts-de-France, donc on peut quand même s'en féliciter. Une start-up qui a été créée, qui a créé vraiment cet outil pour aider les porteurs de projets européens et les accompagnateurs de projets à gagner du temps en fait sur toutes les étapes qu'on vous a présentées ce matin. C'est un outil qui est basé sur l'intelligence artificielle. Ça nous permet vraiment de gagner du temps et aller chercher un peu en deep learning des informations qui sont accessibles, mais qui prennent du temps en fait à récupérer au niveau de la pertinence. Donc, on a 3 modules dans cet outil qui est à disposition des porteurs de projets Hauts-de-France. Je le précise puisqu'il y a des gens hors région aussi qui sont connectés aujourd'hui. Donc, là, on s'est réservé pour les personnes de notre région. Un module Discovery qui est en fait une grande base de données mondiale sur les financements. Donc, il y a les financements européens, il y a les drafts d'Horizon Europe, il y a plein d'autres types de financements, des subventions, mais aussi des equity ou ce type d'autres financements. Donc, ça nous permet, sur la base de mots-clés, déjà d'avoir un panel un petit peu de tous les financements possibles pour votre projet.
Ensuite, on a un module détection qui permet vraiment de vérifier, je vais vous remontrer encore un peu après, la pertinence du projet par rapport à l'appel qu'on a pu éventuellement cibler. Donc là, on est vraiment comme la phase qu'a démontré un peu Alexandra, d'avoir en fait tous les éléments autour de l'appel, le contexte, pour bien voir si l'idée de projet que l'on a répond bien à ce qui est dit, même un peu entre les lignes de la Commission européenne. Et on a une phase diagnostique, donc ça c'est un autre module qui permet vraiment une analyse plus approfondie de la technologie et par rapport au projet. Donc ces 3 modules, on les utilise au cours de la relation client qu'on va mener avec vous. Ça va donc de la première demande où souvent on a déjà une bonne liste de mots-clés, pas seulement un mot-clé, sinon on a beaucoup trop de résultats, mais on est déjà un petit peu, comme l'a fait Louise, à classer, à associer certains mots-clés. Ça nous donne un panorama des opportunités. Donc là, on gagne du temps également, plutôt que de lire tous les work programmes, on va pouvoir en lire que 3 ou 4 calls ou 3 ou 4 topics qui vont vraiment concerner votre projet. Ensuite, lors d'un premier rendez-vous, déjà d'un premier résumé de projet que vous pourriez avoir, on va pouvoir discuter sur la pertinence des topics qui sont remontés par l'outil InnoLoop et identifier d'ores et déjà les projets passés qui ont déjà été financés sur ce sujet. On va voir qu'ils sont passés, on va voir qu'ils sont closed, mais c'est très intéressant d'aller regarder. Et avec les liens, on va également voir qui avait obtenu ces projets à l'époque et quels étaient les partenaires qui en ont bénéficié. Ça peut être aussi, du coup, la voie dans la 3e un petit peu phase, dans la maturation de projet, d'aller contacter ces personnes-là et de créer des liens entre les projets déjà financés et votre projet actuel que vous voulez monter. La phase de détection, ça nous permet vraiment, après, avec un résumé, de voir si on colle vraiment à l'appel. Et l'outil, c'est assez intéressant, on ressort également, puisqu'on est sur la recherche sémantique, et même ça va au-delà du simple mot-clé que vous avez mis. Recherche également les documents stratégiques, donc tout ce que vous avez présenté, Alexandra, juste avant, les 3-4 documents qu'il faut avoir lus de contexte pour bien contextualiser justement votre projet. Donc, c'est vraiment cette phase de maturation qui amène sur la dernière, pour le diagnostic. Avec tous ces éléments-là, on va vraiment pouvoir faire un peu une décision de go, no go, si on va sur cet appel ou pas. L'outil, et notamment la phase diagnostique, je vais vous montrer juste après, permet vraiment plus d'améliorer la rédaction de son projet, puisqu'on va être plus dans le contexte, on peut gagner des points à cette étape-là. Bien évidemment, l'outil ne fait pas tout. Notre analyse à valeur ajoutée et ceux de vos contacts de proximité jouent énormément. C'est des allers-retours, en fait, entre cet outil qui nous fait gagner du temps et ce que nous, on peut vous apporter. Et ensuite, voilà, on va sur de la soumission de projet. Donc là, c'est un peu les étapes ultimes d'organisation. Ça, je voulais vous montrer ça, c'est ce qui ressort de l'outil diagnostic. Donc, l'IA est capable, dès aujourd'hui, de positionner votre projet. Alors là, il faut faire vraiment une page. C'est vraiment un bon résumé de projet avec déjà les TRL que vous visez, de là où vous partez, où est-ce que vous arrivez, un peu l'équipe que vous allez mettre en place, le type de partenaire, etc. Donc, quand on a déjà un petit peu pré-rédigé le projet, l'outil est capable de nous dire, justement, vous voyez le point, si vous êtes bien positionné par rapport au Technology Readiness Level, les fameux TRL, ou au Market Readiness Level qui est attendu sur ce type d'appel. Donc, ça vous oriente aussi, voir si vous êtes bien positionné. Et là où c'est intéressant également, parce qu'on a rarement le temps de le faire, et la capacité, c'est que l'outil va positionner votre technologie ou votre rapport scientifique avec un scientific score et va comparer ça avec toutes les publications, par exemple, scientifiques à sa disposition. Il y en a donc des millions. Et donc, va vous montrer sur un petit diagramme et vous donner une note, en fait, votre projet. Donc là, par exemple, il est positionné en C par rapport à ce qui est attendu par la Commission en termes de niveau d'innovation et de niveau scientifique, là où vous êtes placé. Et le Technological Score, c'est pareil, ça place votre projet, vos spécifications, vos caractéristiques de technologie par rapport au brevet. Et donc, ça, pareil, ça donne une indication de où vous êtes positionné, en B, en A ou en C, par rapport à également ce qui pourrait être attendu ou si vous êtes vraiment dans l'innovation rupture ou pas. Donc, ça permet vraiment d'avancer
Alors, vous n'avez pas le détail de tous les brevets derrière, mais au moins, vous savez où vous êtes positionné. Sachez, puisque maintenant, on peut le dire, InnoLoop a été retenu dans le dernier tender pour la commission. Ils ont souhaité faire avancer cette technologie d'intelligence artificielle pour aider les évaluateurs. Donc, pour l'instant, c'est en test pour seulement un seul programme, l'IIC Accelerator. Mais attendez-vous à ce que dans le futur, sur Horizon Europe, de plus en plus, les évaluateurs aient cet outil pour pouvoir, du coup, quelque part, mieux évaluer votre projet et le niveau d'innovation que vous démontrez. Donc, c'est assez intéressant aussi de l'utiliser pour ça, de vérifier au moment où, avant de soumettre un projet, voir un petit peu ce que ça donne. Ça ne donne pas tous les résultats, mais voilà. Les évaluateurs vont avoir ce type d'outil parce qu'ils n'ont jamais le temps, vraiment, de rechercher tout le côté scientifique ou technologique, en fait, pour chaque projet évalué. Un autre outil que je voulais vous présenter aujourd'hui, donc on passe aux questions et aux autres accompagnements, c'est le réseau Entreprise Europe Network, dont je fais partie depuis une quinzaine d'années. Et c'est donc des personnes qui sont associées donc dans des structures type université, agence d'innovation ou chambre de commerce, pour aider les porteurs de projets et les entreprises notamment à monter leurs projets. Alors, pas seulement, on fait un peu différentes choses de transfert et de technologie, mais on se sert beaucoup de ce réseau pour vous aider à trouver des partenaires, soit pour monter un projet et du coup, il vous manquera à un moment donné des partenaires pour compléter le consortium, soit pour vous positionner, puisque j'ai vu au début que certains voulaient se positionner comme partenaires. Si vous ne connaissez pas forcément qui est en train de monter des projets, on a des outils type base de données ou brokerage event, des événements de réseautage, pour vous aider à rencontrer les coordinateurs qui vont vous intégrer dans leur projet. Donc, c'est assez intéressant aussi, une fois qu'on est prêt et qu'on a travaillé tout ce qu'on a vu ce matin, de quelque part de diffuser un petit peu sa volonté de monter les projets. Le prochain webinaire là-dessus, complètement dédié là-dessus, ça sera le 16 mars et je vous envoie le lien d'inscription juste après. Je repasse la parole à Louise. Merci beaucoup, Émilie. Alors, je vais juste parler vraiment quelques secondes parce que c'est pas vraiment pour l'instant l'étape clé de ce webinaire, mais sachez aussi que lorsque vous passerez à la phase suivante, qui sera vraiment la rédaction de votre projet, que vous aurez bien défini les contours de votre projet, votre consortium, etc., il existe aussi des aides, que ce soit en région ou au niveau national, pour vous faire financer en fait un consultant. Donc, il y a bien sûr le Fonds régional d'aide aux porteurs de projets européens qui est offert à la région Hauts-de-France aux porteurs de projets académiques, industriels, associations qui sont basées en Hauts-de-France et qui ont un rôle majeur dans le projet, qu'ils soient coordinateurs ou work package leader. Et ça vous permet d'avoir en fait un consultant financé à 100% par la région. Et il existe d'autres aides, notamment de l'ANR, à destination des académiques uniquement, pour finalement vous aider à monter votre projet. On a mis un lien, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je vous laisserai aller regarder le moment venu. Pour terminer et passer aux questions, un certain nombre d'outils ont été faits aussi dans le cadre du RERI avec HDFID, les membres du RERI, la région, etc. Donc, les petits webinaires dont je vous ai parlé au début sur le programme. Il y a également un guide des accompagnements en région dans lequel vous retrouverez le FRAP, vous retrouverez InnoLoop, etc. en fonction de votre besoin, de votre profil, etc. Et nous avons également mis à jour avec l'Association des conseils en innovation leur guide de montage de projets européens de recherche et d'innovation qui peut être également très utile si vous êtes dans cette démarche de monter un projet ou d'être partenaire, d'aller consulter. Et enfin, je vous invite aussi à aller regarder, à aller lire les témoignages de porteurs de projets en région qui ont eu des projets Horizon 2020 par le passé et qui témoignent, qui donnent un certain nombre de conseils, qui font vraiment un retour d'expérience et aussi finalement sur ce que ces projets leur ont apporté aussi. Donc, on vous invite vraiment à aller les consulter. C'est assez, c'est très, très, très intéressant. Voilà, là, vous retrouverez toutes nos coordonnées, si besoin.
Et je vous invite à passer aux questions et bien sûr, si vous le pouvez, à remplir le questionnaire de satisfaction. Alors, on a des questions notamment sur l'EIC accélérateur. On nous demande quand auront lieu les premiers appels, quand seront diffusés les canevas de candidature et si le FRAP est valable pour l'EIC accélérateur ou pour Eurostars. Merci Caroline. Je vais peut-être prendre seulement sur la toute première partie qui concerne effectivement le lancement de l'appel à projet, etc. Donc oui, je ne sais pas si vous avez bien suivi, mais effectivement, la procédure pour EIC accélérateur a changé un peu. On ne peut pas soumettre un projet total d'emblée. On est obligé de passer petite outline au project d'abord et ensuite on est invité ou non à soumettre un document. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le premier deadline pour un projet complet est le 9 juin déjà, donc c'est assez imminent. À savoir que la procédure de soumission d'un outline au project est en continu, il n'y a pas d'échéance particulière. La Commission européenne s'engage tout simplement à évaluer votre projet, il me semble, sous un délai de 4 ou 6 semaines ou quelque chose comme ça. Donc, les dernières informations que nous avons, mais bon, c'est à prendre avec prudence, hein, c'est que les premiers appels à projet seront officiellement publiés mi-mars. Donc, ça veut dire que, logiquement, mi-mars, on va avoir plus d'informations sur l'instrument et aussi, justement, les premiers canevas. Mais après, c'est vraiment sous réserve de confirmation et on peut déjà vous partager que le lead outline, c'est un document de 5 pages et vous devez également soumettre un vidéo de présentation et un pitch de votre projet. Donc, vous pouvez commencer déjà à réfléchir là-dessus si jamais vous êtes dans cette démarche en attendant que les choses se publient officiellement. Voilà. Donc, par rapport au FRAP, je laisse la main à Émilie et Louise, je pense. Allez-y. Louise, on ne t'entend pas. Tu peux remettre ton micro. J'ai dû couper les micros de tout le monde. Désolée. Hein. Alexandra aussi, il faut que je coupe ton micro. Alors, pour le FRAP, est-ce que l'EIC et l'Eurostar est concerné? Alors, ça fait partie justement des évolutions du FRAP possibles. Cependant, ce que je tiens vraiment à préciser, c'est que la BPI offre déjà un certain nombre d'aides d'accompagnement vers ce type d'appel à projet. Donc, dans le formulaire FRAP, vous pouvez faire cette demande à 2 conditions. La première condition, c'est que la BPI ne puisse pas vous accompagner et vous devez effectivement nous faire parvenir la preuve, entre guillemets, que effectivement la BPI, vous avez bien contacté la BPI et que vous n'êtes pas éligible pour telle et telle raison. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on aide effectivement les entreprises dans le respect du cadre des minimis. Donc, vous aurez en fait dans le formulaire FRAP, il y a effectivement un formulaire à remplir à ce sujet-là pour les entreprises. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est, si vous êtes dans cette situation-là, c'est de télécharger effectivement le formulaire FRAP, de nous envoyer votre demande et on verra si oui ou non vous pouvez effectivement être accompagné dans ce cadre-là. Une deuxième question qui portait sur le strategic plan, savoir où on pouvait le trouver. Alors, voilà, on a commencé à répondre, mais si vous voulez bien donner quelques compliments. Oui, en fait, dans le diaporama, on a mis le lien toujours sur le Funding and Tender Portal où on vous a mis le lien où vous pouvez retrouver l'ensemble en fait des publications de la Commission qui vont être liées à Horizon Europe. Et vous pouvez également nous consulter pour regarder ensemble le draft déjà existant. On pourra le consulter, l'analyser avec vous. Et puis, donc, il devrait être bientôt publié. Je pense qu'on a fait le tour des questions qu'on avait eues. Sinon, on a essayé de répondre au fur et à mesure du webinaire par écrit. S'il y a des dernières questions, c'est peut-être l'occasion de nous les envoyer.
Je vois qu'il y a une question aussi de Gilles Conessa sur pouvez-vous nous donner des exemples de sujets déjà financés pour voir plus concrètement ce qui est traité par Horizon Europe. Alors je réponds vite fait et je laisserai mes collègues compléter si besoin. Mais ce que je peux vous inviter à faire déjà, c'est d'aller regarder en fait déjà les success stories qui ont été mentionnés juste avant, parce que ça vous permettra déjà d'avoir des exemples de projets. Il y a toujours une petite présentation du projet. Donc ça peut déjà vous aider à répondre à cette question. Et ensuite, je laisse mes collègues, j'avais pensé à quelque chose, mais j'ai oublié à l'instant, donc je laisse mes collègues compléter. Juste, oui, on avait répondu dans un précédent message en envoyant le lien vers Cordis. Pardon. Oui. Seulement peut-être pour compléter, pour Gilles Conessa, on ne connaît pas forcément votre domaine d'intervention, mais on vous a partagé un peu plus loin dans les questions un lien web à Science Business qui a fait fuiter un certain nombre de documents en draft qui sont en cours d'élaboration. Voilà, bref. Et vous pouvez consulter ces liens et là, vous trouverez les quelques programmes de travail qui sont en train de discuter. Et donc là-dedans, vous voyez des exemples de sujets, de topics qui seront traités par Horizon Europe de la même façon. Donc, je ne sais pas dans quel domaine vous êtes, mais par exemple, il y a le cluster 4 sur l'industrie, etc., etc. Et quand vous regardez justement les sujets qui sont demandés, vous voyez intrinsèquement qu'est-ce qui peut être proposé, etc. À savoir que la publication officielle des calls est attendue à peu près pour mi-avril, a priori. Mais à suivre. Vous pouvez quand même regarder Science et Business, qui est un lien qui était un peu diffusé par tout le monde maintenant. Ça fait c'est beaucoup de temps au début, mais maintenant, même le ministère diffuse le lien. Donc, on le diffuse auprès de vous aussi. Emma, du coup, il y a une question aussi sur est-ce que les pages mentionnées dans le template devront être respectées? Oui. Je pense que oui, mais je vais Oui, c'est-à-dire, c'est comme classiquement, hein, ils disent que si jamais vous dépassez les nombres de pages, soit c'est watermark, donc c'est-à-dire que les évaluateurs n'ont pas le droit de prendre en compte les extra pages, ou soit ça peut être même bloqué par le système. On ne l'a pas vu encore, mais on le voit on a vu sur d'autres soumission où effectivement ils bloquent la soumission du moment qu'on dépasse le nombre de pages. Donc ça veut dire qu'effectivement les 45 pages est à respecter. De la même façon, la taille des polices, il ne faut jamais jouer avec la taille des polices. On avait entendu du bruit de quelqu'un qui une fois l'avait fait, la Commission européenne sont revenus vers le proposant, ils ont dû remettre en taille classique et quand on met en taille classique, il dépassait un certain nombre de pages et donc ça veut dire que les évaluateurs ne pouvaient pas évaluer en session. Dans ces cas, on est plus ou moins out de suite parce qu'il y a des éléments qui n'ont pas pu être pris en compte. Donc, il faut toujours aussi bien respecter la taille qui sont indiquées, etc. Donc, en fait, je pense qu'avec le raccourcissement du proposition, il y a une vraie réflexion à avoir de quelle manière on présente son projet et jusqu'à quelle taille on va, forcément. Il faut être assez percutant, je dois dire. Je crois qu'il y avait une petite question aussi pour repréciser les Case Strategic Orientations. Donc, je ne vais pas les détailler maintenant, mais pour vous réexpliquer ce que c'est vraiment pour comprendre comment la recherche qui va être financée par l'Europe va contribuer en fait aux grandes orientations de l'Europe, comme je vous ai dit, le Green Deal, l'Europe le plus numérique, etc. Donc, c'est comment le financement de la recherche par l'Europe s'inscrit et va contribuer aux grands objectifs de la Commission européenne. Et dans le Strategic Plan, vous trouvez les 4 grandes orientations stratégiques pour la période 2021-2024. Et ensuite, quand vous lisez votre topic, j'avais oublié de le dire et ça peut quand même un élément utile pour vous repérer dans le Strategic Plan aussi. Quand vous lisez votre topic, vous remontez jusqu'à la destination et dans la destination, il y a une référence en fait aux orientations clés stratégiques auxquelles se raccroche la destination. Et du coup, dans le Strategic Plan, vous avez toute une section qui va vraiment développer en quelques pages sur chaque orientation clé stratégique à quoi elle correspond. Et puis, vous avez dans les annexes, comme je vous l'ai dit ensuite, vraiment le lien pour chaque cluster à quelle orientation stratégique ça correspond et quels sont les grands impacts attendus de moyen terme et long terme.
J'ai vu aussi que la question sur les pages était au niveau de section. Je suis désolée, Marie Proto. Donc oui, clairement, non, c'est indicatif, bien évidemment. Vous pouvez mettre plus ou moins, mais au total, vous ne devez pas dépasser les 45 pages. Donc c'est tout à fait correct. C'est indicatif. On a une petite question pas mal sur l'IAC Accelerator. Peut-être qu'Emma, tu vas peut-être sur le cool-down. C'est vrai que c'est pas évident, c'est encore en draft tout ça. Donc, est-ce que tu veux apporter quelques précisions? J'ai répondu rapidement dans le chat, mais si tu veux... J'ai vu. Oui, il me semble bien qu'il y aura une problématique de recandidature. Il me semble peut-être une fois ou quelque chose, mais je suis vraiment pas peut-être. Tout n'est pas encore complètement décidé. J'essaie de suivre les discussions. C'est assez compliqué les procédures de resoumission, etc. Mais effectivement, c'est quand même la tendance et ça ne va pas revenir complètement en arrière. On ne pourra pas resoumettre autant de fois qu'on veut, comme là, c'était le cas. Donc, après, le nombre de mois, etc., effectivement, ça peut encore bouger. Mais le principe du cool-down, c'est-à-dire de ne pas pouvoir, enfin, pour ceux qui comprendraient un petit peu moins, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas, si on a une mauvaise note, en gros, on ne peut pas resoumettre autant de fois qu'on veut, comme là, c'était le cas à chaque appel, on pouvait resoumissionner. Donc là, c'est effectivement, pour limiter un petit peu le nombre de dossiers, c'est ce qui est préconisé. Mais ce sera plutôt sur le projet. C'est pas une forme de blacklist de l'entreprise. Par exemple, si vous avez plusieurs projets, vous pouvez en soumettre un autre. Évidemment, toujours à l'IAC Accelerator. Souvent, les gens n'en ont pas 15 non plus en même temps, mais bon. Voilà, si vous en aviez un autre, voilà. C'est par projet. Il faut tant que vous n'avez pas retravaillé suffisamment le projet, vous ne pouvez pas le resoumettre. Donc, oui, donc bon, c'est bon, on a répondu, je pense, à cette question. À ce sujet, je vais juste me permettre de partager dans le chat sur tout ce qui est autour de l'EIC un webinaire en fait de la région Bretagne du réseau Noé qui avait été fait justement avec un focus sur les entreprises que j'ai trouvé très très bien, très clair. Donc j'ai mis le lien ici et je pense qu'on peut peut-être aussi, Émilie, tu me diras si je dis pas de bêtises, peut-être partager aussi le lien, enfin inviter les personnes aussi à aller regarder la présentation et le webinaire qui avait été fait dans notre parcours de webinaire aujourd'hui sur justement les startups. Parce que je pense qu'un certain nombre de points qui sont posés ici ont été abordés en fait à cette occasion. C'est vrai qu'on n'a pas fait de webinaire spécifiquement sur l'IAC Accelerator parce que c'était quand même un domaine assez élitiste. Pour l'instant, on n'a pas fait. Ça peut être quelque chose qu'on prévoit cette année. Pour l'instant, on est sur des webinaires méthodologiques et c'est vrai qu'on n'a pas abordé thématique par thématique pour les personnes. Mais effectivement, ce serait, s'il y a des questions là-dessus, c'est quelque chose qu'on propose au PME. Également, le PCN7 a fait aussi récemment un webinaire sur l'IAC, en fait, avec vraiment une présentation très complète. Vous pouvez aussi, en fait, dans les PCN, récupérer cette présentation. Ouais. Je pense qu'on n'a plus de questions, donc je pense que je vais remercier toutes les intervenantes de leur présence et de leur clarté. J'ai trouvé vraiment, vous avez d'ailleurs dans le chat pas mal de personnes qui sont satisfaites. Donc, si vous avez d'autres questions, évidemment, vous pouvez nous envoyer ensuite par mail et vous aurez accès au replay et à la présentation PDF juste après. Merci beaucoup à tous. Au revoir et bonne journée. Bonne journée tout le monde.